Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale. Chapitre 1er. Analyse de la notion de caste. Il paraît nécessaire d'insister au départ sur la spécificité du système des castes pour mieux faire ressortir la différence de structure sociale qui a toujours existé entre l'Europe et l'Afrique. L'originalité du système réside dans le fait que les éléments dynamiques de la société dont le mécontentement aurait pu engendrer des bouleversements révolutionnaires se confondent réellement de leurs conditions sociales et ne cherchent pas à la modifier. Un homme dit de caste inférieure refuserait catégoriquement d'entrer dans une caste dite supérieure. Le cas n'est pas rare en Afrique où les premiers refusent toute union conjugale avec les seconds, bien que l'inverse paraisse plus normal. Grande division dans un système de castes. Procédons d'abord à une description de la structure interne des castes avant de tenter l'explication de leur genèse. Le territoire du Sénégal, à l'heure actuelle, sert de cadre d'études. Cependant, les conclusions qui seront tirées sont valables pour toute l'Afrique soudanaise détribalisée. Au Sénégal, la société est divisée en esclaves et hommes libres. Ces derniers sont les Gors, composés des Géers et des Nignos. Les Géers comprennent la noblesse et tous les hommes libres sans profession manuelle autre que l'agriculture, considérés comme sacrés. Les Nignos comprennent tous les artisans, cordonniers, forgerons, orfèvres, etc. Ces professions sont héréditaires. Les esclaves ou Ndjam sont composés de Djambour, qui sont les esclaves du roi, de Djamnek Bat, esclaves de la mère, et Djamnek Bat, esclaves du père. Les GR forment le caste supérieur, mais, et c'est là que réside toute l'originalité du système, contrairement au comportement des nobles vis-à-vis des bourgeois, des seigneurs vis-à-vis des serfs, des brahmanes vis-à-vis des autres castes indiennes, les GR ne peuvent pas exploiter matériellement les ressortissants des castes inférieures sans des choix aux yeux du peuple et à leurs propres yeux. Ils sont, au contraire, tenus de les assister à tous les points de vue. Même s'ils sont moins riches, ils doivent donner si un homme de caste inférieure s'agresse à eux. En échange, ce dernier doit leur céder le pas sur le plan social. La spécificité du système consiste donc dans le fait que le travailleur manuel, au lieu d'être frustré du fruit de son travail, comme l'artisan ou le serf du Moyen-Âge, peut au contraire l'accroître en y ajoutant des biens donnés par le Seigneur. Par conséquent, s'il devait y avoir une révolution sociale, elle s'effectuerait de haut en bas et non de bas en haut. Mais il y a mieux, comme on le verra par la suite. Les ressortissants de toutes les castes, y compris les esclaves, sont étroitement associés au pouvoir en qualité de ministres effectifs, ce qui conduit à des monarchies constitutionnelles gouvernées par des conseils des ministres où figurent tous les représentants authentiques du peuple. On comprend dès lors qu'il n'y ait pas eu en Afrique de révolution contre le régime, mais seulement contre ceux qui l'appliquent mal, c'est-à-dire des princes indignes. Il y a eu aussi, naturellement, des révolutions de palais. Pour chaque caste, inconvénients et avantages, aliénation et compensation s'équilibrent. Aussi, c'est à l'extérieur des consciences, dans le progrès matériel, les influences reçues du dehors, qu'il faut chercher le moteur de l'histoire. Compte tenu de l'isolement dont il ne faut pas se faire une idée exagérée, on comprend que les sociétés africaines soient restées relativement stables. Situation des esclaves.
Le seul élément qui aurait intérêt à bouleverser l'ordre social est l'esclavage de la maison du père, allié avec les bandolos, c'est-à-dire le sans-force, socialement parlant. Il s'agit du paysan pauvre. Il ressort en effet de ce qui précède que le sort des artisans est enviable. Leur conscience ne pourrait être porteuse des germes révolutionnaires. Principaux bénéficiaires du régime monarchique, ils le défendent jusqu'à nos jours ou l'évoquent avec un sentiment de regret. A priori, tous les esclaves devraient constituer la classe révolutionnaire. On s'imagine aisément, en effet, l'état de conscience d'un guerrier ou d'un homme libre quelconque qui, à la suite d'une défaite militaire, change de condition du jour au lendemain et devient esclave. Comme dans l'Antiquité classique, le prisonnier de guerre était automatiquement vendu comme captif. Les personnages de marque pouvaient être rachetés par leur famille qui donnait. Et, en échange, un nombre plus ou moins grand d'esclaves. On pouvait en principe se faire remplacer par son neveu. Le fils de la sœur pouvait être donné en raison par son oncle dans ce régime matriarcal. D'où les deux expressions Walaf, Nanjai qu'ils vendent, égale oncle, et Djaba qui veut racheter la vie, égale neveu. Mais c'est ici qu'intervient la catégorie de l'esclave. Dans ce régime aristocratique, la noblesse formait la cavalerie de l'armée, la chevalerie. L'infanterie était composée des esclaves, anciens prisonniers de guerre faits à l'extérieur du territoire national. Ce sont les esclaves du roi qui forment de groupes et sa force militaire et qui, par conséquent, vont voir leurs conditions extrêmement améliorées. Ils ne sont plus esclaves que de nom. Les griffes qu'il portait au cœur de son émoussé à la suite des faveurs dont ils sont comblés. Ils ont une part de butin après les expéditions, sous la protection du roi pendant les périodes de troubles sociaux. Ils peuvent même se livrer à des pillages plus ou moins distraits à l'intérieur du territoire national, contre les paysans pauvres, les bandolos, mais jamais contre les artisans qui ont toujours la possibilité de se faire restituer leurs biens confisqués. Le régime, les considérations sociales en vigueur permettent aux artisans d'aller voir directement, sans crainte, le prince pour se plaindre auprès de lui. Les esclaves sont condamnés par un des leurs. Le général d'infanterie, le pseudo-prince, dans la mesure où il peut régner sur un fief habité par des hommes libres. Tel est le cas dans la monarchie du Cayor, Sénégal, du Djaraf Boncoeur, représentant des esclaves au sein du gouvernement et généralissime de l'armée. Sa force, sa puissance sont tellement réelles que le jour où il trahira, s'en sera fait du royaume du Cayor. On viendra sur cette question à propos de l'étude des constitutions politiques. Seul l'anoblissement d'un esclave, fût-ce par le roi, est impossible en Afrique, contrairement à l'usage des cours européennes. La naissance, aux yeux de la société, paraissait une chose intrinsèque et même un roi aurait été malvenu d'anoblir qui que ce soit, même un homme libre.